Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental en grammaire française, à savoir la phrase simple et la phrase complexe. Donc, dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que c'est, les types de la phrase complexe et comment l'utiliser correctement. Bien sûr que comprendre la phrase simple et la phrase complexe vous aidera à écrire des textes plus riches et mieux structurés, que ce soit pour vos devoirs, vos examens ou simplement votre expression personnelle. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et c'est parti pour tout comprendre sur la phrase simple et la phrase complexe. Donc, on commence par une question qui est fondamentale, à savoir qu'est-ce qu'une phrase? C'est une question qui vous paraît d'abord banale, mais elle est très intéressante pour comprendre les choses qui sont vraiment complexes. Donc, une phrase est un groupe de mots qui exprime une pensée complète. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, une phrase doit commencer par une majuscule et se terminer par un point et elle doit exprimer une pensée. Et cette pensée-là doit être claire, d'accord? Donc, toujours dans une phrase, on va trouver au moins un verbe conjugué. Donc, ce verbe-là, c'est le mot qui indique l'action ou l'état du sujet. En français, on commence une phrase toujours par un sujet et ce sujet-là, il accomplit l'action du verbe. Donc, l'action, c'est le verbe. Le verbe, il traduit une action. Très bien. On commence maintenant par la phrase simple. Dans une phrase simple, on trouve seulement un seul verbe conjugué. Et souligné conjugué, parce qu'on ne parle pas ici d'un verbe à l'infinitif. Donc, elle exprime une seule idée, un seul événement ou une seule action. C'est bon? Exemple, le chat dort. Donc, vous avez ici un sujet. Le sujet, c'est le chat. Et le chat, elle accomplit l'action de dormir. Cette action-là, elle est simple, elle est claire, d'accord? Donc, le chat dort. La phrase, elle commence par majuscule et se termine par point. Le verbe, elle est conjugué, n'est pas à l'infinitif. Donc, le sens est clair. Donc, on est devant une phrase simple. Très bien. On passe maintenant à la phrase dite complexe. Et comme son nom l'indique, elle est complexe parce que il contient beaucoup d'idées, beaucoup d'événements, beaucoup d'actions qui sont liées entre eux. On trouve dans une phrase complexe au moins 2 verbes conjugués. Vous pouvez trouver jusqu'à 5, 6 verbes conjugués, d'accord? Ou bien plus. Exemple. Le chat dort, mais il rêve. Donc, pour simplifier les choses, toujours dans une phrase complexe, vous allez chercher les verbes conjugués. Donc, le premier verbe conjugué, c'est dort, c'est le verbe dormir qui est conjugué au présent de l'indicatif. Le deuxième verbe, c'est rêve, c'est le verbe rêver qui est conjugué aussi au présent de l'indicatif. Et comme vous voyez, le chat, c'est le sujet, dort, c'est le verbe. Donc ici, c'est une proposition. Ce groupe de mots compose ce qu'on appelle proposition. D'accord? Donc c'est pas préposition. Préposition, c'est autre chose. Par exemple, avec, sur, de, à, accent grave, ce sont des prépositions. Ce sont des petits mots qui servent à la liaison. On lit des mots, des phrases, des idées
d'accord, à travers ces prépositions. Mais proposition, c'est autre chose. Proposition, ça veut dire une partie de la phrase complexe qui tourne autour d'un verbe conjugué. Donc ça, c'est la proposition numéro 1 et ça, c'est la proposition numéro 2, d'accord? Donc proposition numéro 2. Très bien. Et quand vous voyez ces deux propositions-là, elles sont liées entre elles par la conjonction de coordination mais. Le chat dort, mais il rêve. Ce qui est bizarre, c'est qu'il rêve, d'accord? Donc, mais, il explique vraiment qu'il y a une opposition ici dans cette phrase-là. Donc, la liaison, c'est mais, on la lie à travers cette opposition, d'accord? Donc, ça, c'est la phrase complexe. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment les propositions, elles sont liées entre elles dans une phrase complexe. Donc, ça, c'est un type de liaison. Et ce type de liaison, on l'appelle la coordination. Parce que ces deux propositions, elles sont liées par une conjonction de coordination. D'accord? Mais il y a d'autres types de liaisons, à savoir la juxtaposition et la subordination, au plus, la coordination. Donc, on commence par la juxtaposition. Donc, pour la juxtaposition, les deux propositions juxtaposées sont séparées par une virgule, un point, virgule, ou deux points. Exemple. Il arrive et s'assit. Vous voyez ici, on a deux propositions. La première proposition, c'est il arrive. La deuxième proposition, c'est il s'assit. Et ce sont deux propositions qui sont vraiment, qui sont, comment dire, elles sont juxtaposées par la virgule, d'accord? Elles sont juxtaposées par la virgule. Comme son nom l'indique, juxtaposition, ça veut dire que deux choses, deux éléments qui sont posés, juxte, ou bien juste, côte à côté de l'autre, d'accord? Juste à côté de l'autre. Juste côte à côte. Très bien. Deux propositions indépendantes, liées par une virgule, et donc ça, c'est ce qu'on appelle la juxtaposition. C'est très simple, c'est pas quelque chose qui est compliqué. La deuxième chose, c'est la coordination. Donc, deux propositions coordonnées sont liées par une conjonction de coordination. La chose la plus importante à savoir, c'est qu'ils sont les conjonctions de coordination. Donc, ce sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. D'accord? Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Donc, exemple. Il arrive et il s'assit. Le même exemple, mais il y a une seule différence, c'est que on a lié ces deux propositions par la conjonction de coordination et. D'accord? Et cette conjonction de coordination, elle montre, comment dire, l'addition. D'accord? Il y a l'addition de deux actions. Première action, c'est arriver. Deuxième action, c'est s'asseoir. Donc, il y a la succession des événements, la succession des actions. Arriver et s'asseoir. Après, on a la troisième manière de lier les propositions qu'on appelle la subordination. Donc, deux propositions subordonnées sont liées par des pronoms relatifs ou des conjonctions de subordination. Donc, on utilise ici soit des pronoms relatifs, donc, comme par exemple ou, du lieu, dont, tes, que, qui, lequel sont les pronoms relatifs qu'on peut utiliser. Pour les conjonctions de subordination, ils sont un peu trop, d'accord? Il y a beaucoup de conjonctions de subordination. Par exemple, parce que,
quand. Donc, ce sont des conjonctions de subordination que vous pouvez utiliser pour lier deux propositions, d'accord, par la subordination. C'est bon? Exemple. Il arrive parce qu'il est tard. Il arrive parce qu'il est tard. Donc, toujours pour savoir, pour déterminer la proposition, la première proposition, à savoir la proposition principale, donc il faut s'arrêter juste avant la conjonction. D'accord? La conjonction ici, c'est parce que. Alors, la principale sera il arrive et la subordonnée sera elle est tard. D'accord? Donc, ça, on appelle ça subordonnée. Très bien. C'est pas comme le cas de la conjonction ou bien, je voulais dire la coordination ou bien la juxtaposition. Pour ces deux cas, donc les propositions elles sont indépendantes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de principal, pas de subordonné. Dans la subordination, il y a ce qu'on appelle la principale et la subordonnée. Je vais vous expliquer tout cela. Donc on appelle ça principal parce que cette action-là d'arriver, il s'avère qu'elle est la plus importante, qu'elle est la plus vraiment principale, essentielle dans toute cette phrase hein, complexe. D'accord? Donc l'action d'arriver, c'est le niveau de l'importance de cette action-là, c'est il s'avère que c'est la première vraiment proposition qui est vraiment très importante. Donc, et la subordonnée, il vient ici pour tout simplement compléter la première proposition. Il vient pour compléter, pour donner des informations, pour compléter la principale. Donc, il arrive. Pourquoi? Donc, pourquoi il arrive? Parce qu'il est tard. Donc, on l'appelle subordonné parce qu'il dépend. Il dépend de la principale. S'il n'y a pas de principale, on ne peut pas dire parce qu'il est tard seulement. Il manque quelque chose. La phrase sera vraiment incomplète. D'accord? Il arrive, si je dis par exemple il arrive, je peux comprendre le sens. Le sens, c'est quelqu'un qui arrive. D'accord? Mais parce qu'il est tard seulement, comme ça, il est tranché de l'autre partie, ça sera vraiment incomplète. C'est pourquoi on l'appelle subordonné. Ça veut dire il dépend vraiment de la principale. Et quand vous voyez la conjonction de subordination qu'on a utilisée, c'est parce que donc ça signifie, ça montre la cause de la principale. Très bien. Maintenant, on passe à une partie qui est très importante, à savoir les types de la subordonnée. D'accord? Donc, les types de subordonnés, il y a beaucoup de types de subordonnés, à savoir la subordonnée relative, la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle qu'on vient de voir. On commence par la subordonnée complétive. Comme son nom l'indique, elle complète. Elle complète en général un verbe. Il y a d'autres cas où elle peut compléter soit un nom, soit un adjectif, mais ça va rester un peu un autre sujet, d'accord? Ça reste un autre sujet. Si vous voulez que je vous explique ça dans une autre vidéo, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Très bien. Elle est souvent introduite par une conjonction de subordination. Donc, vous pouvez trouver par exemple que ou bien si dans une subordonnée relative, subordonnée complétive. La fonction de cette complétive, elle peut jouer soit le rôle ou bien la fonction de objet direct, complément d'objet direct, soit complément d'objet indirect. Donc on va voir un exemple pour bien comprendre tout ça. Je pense que tu as raison. Donc la première
proposition, c'est je pense. Ça, c'est la principale. Toujours lorsqu'on parle de subordonnée, on parle de la principale et la subordonnée. Ça, c'est la principale. Et ça, c'est la subordonnée. D'accord? Donc, tout ça, c'est la subordonnée. Très bien. Je pense, on ne peut pas dire je pense seulement. Donc, cette principale-là, à la différence de la subordonnée circonstancielle, et si c'est la principale, elle dépend de la subordonnée. La principale, on ne peut pas dire la principale et effacer la subordonnée. Si on efface la subordonnée, le sens, ça reste vraiment incomplet. On ne peut pas dire je pense et on s'arrête comme ça. Je pense. Je pense quoi? Toujours le verbe je pense. Donc, le verbe penser nécessite un complément d'objet direct. Je pense quoi? La réponse à la question quoi, c'est un complément d'objet direct. Donc, cette subordonnée-là joue la fonction de complément d'objet direct. Et comme vous voyez, on a lié ces deux propositions par que. Que, c'est une conjonction de subordination qui ne joue aucun rôle. Son rôle seul et essentiel, c'est de lier ces deux propositions, tout simplement. D'accord? Ça veut dire qu'il ne remplace aucun autre mot ou bien aucune autre fonction grammaticale. Très bien. On passe maintenant à la subordonnée relative. Donc pour la subordonnée relative, elle est introduite toujours par un pronom relatif. Qui, que, où, dans, lequel. Et ces pronoms, elles remplacent un nom dans la phrase. Et comme le pronom, le mot pronom l'indique, donc toujours pronom, ça veut dire il dépend d'un nom. Toujours le nom est essentiel dans un pronom. Donc, si on a un pronom dans une phrase, on comprend automatiquement qu'il remplace un nom. Très bien. Mais la question qui se pose, c'est que est-ce qu'on choisit les pronoms relatifs comme ça, hasardement, ou bien il y a des conditions? Bien sûr qu'il y a des conditions, d'accord? On ne peut pas choisir hasardement comme ça un pronom relatif. On le met dans une phrase, tac, c'est fini. Non, il y a des conditions qui sont essentielles. Donc, vous devez vraiment suivre des règles. Donc, ces règles-là, c'est que si vous voulez utiliser que, donc ce que doit remplacer un complément d'objet direct. Qui, si vous trouvez par exemple qui, donc elle remplace un sujet dans la phrase. Ou elle remplace un complément de lieu. Dont elle remplace un complément d'objet indirect, mais qui est introduit par de. Soulignez d'où. De. Soulignez ça. Ça, c'est très important. D'accord? Toujours dans, elle complète, elle remplace un complément d'objet indirect, mais qui est introduit par de. Parce que lequel, elle remplace un complément d'objet indirect aussi, mais elle est introduite par A. Cette fois-ci, c'est par A. C'est bon? On va voir des exemples pour bien comprendre tout cela. D'accord, le premier exemple. J'ai rencontré la personne dont tu m'as parlé. Ça, c'est la phrase complexe. Vous voyez, vous avez ici la principale. J'ai rencontré la personne, donc ça, c'est la principale. Dont tu m'as parlé, c'est la subordonnée. Très bien. Ça, c'est la subordonnée. Cette subordonnée-là est introduite par le pronom relatif dans. Comme on a déjà dit, dans, il remplace un complément d'objet direct introduit par de. On va voir pourquoi. Si on fait revenir cette phrase-là complexe à la base, ça veut dire à la base, elle était deux phrases, d'accord? Deux phrases indépendantes. La première, c'est j'ai rencontré la personne, d'accord? Tac, ça veut dire on va poser ici un point, d'accord? Pour montrer que la phrase elle est finie. On va trancher ce dans-là. Et l'autre phrase va commencer par tu. Tu m'as parlé d'une personne, d'accord? Ou bien de cette personne, d'accord?
de cette personne. Voilà, très bien. Donc, tu m'as parlé de cette personne, c'est la deuxième phrase. Et c'est une phrase complète. Complète, d'accord? C'est une phrase complète, ça veut dire que vous compreniez, quand je vous dis ça, vous comprenez vraiment le sens de cette phrase-là. Très bien. Et puisque tu m'as parlé de cette personne c'est un complément d'objet indirect. D'accord? C'est un complément d'objet indirect. Tu m'as parlé de qui? De cette personne. Complément d'objet indirect qui est introduit par deux. Très bien. Donc, lorsqu'on a voulu, comment dire, lier ces deux phrases pour avoir une phrase complexe, d'accord? On a effacé le point, on a effacé la répétition, ça veut dire on a deux éléments ici qui sont vraiment qui se répètent, c'est la personne et la personne. Donc on a effacé le deuxième élément, la deuxième personne, d'accord? Et pour effacer cet élément-là, on doit le remplacer pour que la phrase soit vraiment complète, d'accord? Et soit claire. Donc on a remplacé cet élément qui est complément d'objet indirect qui est introduit par deux, par don, d'accord? Et dans là, ce don, on l'a placé directement après le nom qu'on a effacé, d'accord? Qui s'est répété. C'est bon? Pourquoi? Pour que cette subordonnée va compléter ce nom-là, qu'on appelle antécédent. J'ai rencontré la personne. De quelle personne tu parles? Dont tu m'as parlé. Donc, de quelle personne? Il s'agit de quelle personne dont tu m'as parlé. Donc, cette subordonnée, on l'appelle la subordonnée relative. Pourquoi? Parce qu'il complète le nom. Il complète un nom. Il complète l'antécédent. D'accord? Ça, c'est pour le premier exemple. On passe au deuxième exemple. La chanson que j'écoute en ce moment est magnifique. On va faire la même chose qu'on a fait pour le premier exemple. Donc, la première phrase, ça a été la chanson est magnifique. Et ça, c'est la proposition, d'accord, principale. Ça, c'est la principale. Que j'écoute en ce moment, c'est la subordonnée. Cette subordonnée, elle était avant, elle était comme ça. J'écoute quoi? Donc on va trancher ça, on va effacer ça, on laisser ça de côté. J'écoute en ce moment quoi? Elle manque un complément d'objet direct, n'est-ce pas? J'écoute en ce moment quoi? J'écoute une chanson. Une chanson. Très bien. Une chanson. Oui. Donc, et pour lier ces deux propositions, deux phrases, au début, elle était deux phrases, d'accord? Pour lier ces deux phrases entre elles, donc on a effacé les points, évidemment, et on a effacé le mot qui se répète, à savoir chanson, d'accord? On a effacé le deuxième élément, on a laissé le premier élément, et pour effacer cet élément-là, on l'a remplacé par un pronom relatif, que. On a choisi que parce que ça, il joue le complément d'objet direct, d'accord? Complément d'objet direct, donc que, toujours il remplace un complément d'objet direct. On l'a placé après le mot qu'on a déjà effacé dans la deuxième partie, d'accord? Donc de sorte que cette subordonnée va compléter ce nom. Vous voyez, c'est un nom. Le nom qu'on complète s'appelle l'antécédent. Donc la chanson que j'écoute en ce moment est magnifique. De quelle chanson tu parles? Que j'écoute en ce moment. Donc que j'écoute en ce moment, c'est vraiment le complément de nom.
d'accord? Elle joue le rôle de complément de nom. Elle joue la fonction de complément de nom de chanson, d'accord? Donc ça, en grosso modo, c'est la relative, d'accord? Toujours la relative, elle complète un nom. Et pour choisir le pronom relatif, on doit savoir quelle est la fonction que le mot qu'on a effacé, le mot qu'elle remplace, joue. D'accord? Donc, on fait comme ça pour que les choses soient vraiment claires pour nous. Très bien. On passe maintenant à la dernière subordonnée, à savoir la subordonnée circonstancielle. Donc, cette subordonnée, elle indique les circonstances dans lesquelles se déroule l'action de la proposition principale. Elle peut exprimer le temps, la cause, le but, la condition, la comparaison, la conséquence, ainsi de suite. Exemple. Il arrive quand il pleut. Il arrive quand il pleut. Donc, comme vous voyez, ça, c'est la principale. Pourquoi c'est la principale? Parce qu'il se termine avant la conjonction. Donc ça, c'est une conjonction de subordination. Quand il pleut, donc ça, c'est la subordination. Et comme vous voyez, si on efface cette subordination-là, donc le sens de la principale sera complet. Il arrive, je sais que vraiment quelqu'un arrive. Donc c'est un verbe, le verbe arriver, c'est un verbe intransitif. Ça veut dire qu'il ne nécessite pas un complément d'objet direct ou bien indirect pour qu'il soit vraiment, pour que la phrase soit claire. Quand il pleut, comme on a ici une conjonction de subordination qui exprime le temps, donc cette subordonnée, c'est une subordonnée qu'on appelle circonstancielle et qui exprime le temps. D'accord? Très bien. On passe au deuxième exemple. Elle est restée à la maison parce qu'elle était malade. Elle est restée à la maison, c'est la première proposition. Et parce qu'il est malade, c'est la deuxième. Première, on l'appelle principale. La deuxième, c'est la subordonnée. Et comme vous voyez, cette subordonnée, elle est introduite par parce que, qui exprime la cause. Donc, on va appeler cette subordonnée circonstancielle de cause. Voilà. Donc, j'arrive à la fin. Donc, et voilà. Vous savez maintenant tout sur la phrase en français. Nous avons vu la définition de la phrase simple et la phrase complexe, ces différents types et comment les utiliser pour rendre vos écrits plus riches et clairs. N'oubliez pas, la maîtrise de la phrase complexe est un pas important pour progresser en français. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine ou bien les prochaines leçons. Et dites-moi en commentaire si vous souhaitez que j'explique d'autres notions en grammaire ou si vous avez des questions. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo éducative.